Et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler un peu de ce qui se passe maintenant que la poussière se retombe après l'élection et qu'il est temps un peu parler du gouvernement de Trump et les différentes nominations, en tout cas les plus importantes, et ce que ça indique en fait sur la tendance de ce gouvernement, quel sera-t-il. Donc, parmi les nominés qu'on a eu, en fait, l'un des plus attendus, c'était le secrétaire d'État à la politique étrangère, donc ce sera Marco Rubio. Et Marco Rubio, donc, on peut dire que c'est un faucon, c'est un néo-faucon. Cette nomination a déçu beaucoup de gens. On attendait quelqu'un de beaucoup plus modéré. Et donc, Rubio est un anti-Chine absolu. Absolu, en fait. Il veut vraiment une guerre commerciale très, très intense, même une guerre militaire contre la Chine avec un soutien inconditionnel à Taïwan. Et le fait est que Trump n'a pas été totalement libre de ses nominations. Ça se voit très très clairement en fait. C'est que il a, comme je l'ai dit, une partie du système l'a domestiqué, en tout cas en partie, et il a dû nominer forcément des gens issus de l'état profond du complexe militaro-industriel, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Et Marco Rubio en fait partie. Sur le Moyen-Orient, il est absolument belliciste. Donc, de toute façon, aux États-Unis, en fait, vous pouvez même pas devenir un conseiller municipal si vous n'avez pas le soutien du lobby juif. Je ne sais pas si c'est bien ou mal, on s'en fout, mais c'est un constat. Ça a été le cas avec les démocrates, ce sera le cas aussi avec Trump. Donc c'est un sioniste. En fait, une grande partie de ce gouvernement est sioniste, en fait. Donc, anti-Chine, il n'y aura rien sur le Moyen, il n'y aura pas de changement sur le Moyen-Orient. Ça va même s'aggraver. Ça va même s'aggraver et ça montre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le second événement dont on parlera tout à l'heure. Et évidemment, la grande bonne nouvelle de tout ce gouvernement, c'est la guerre en Ukraine. Clairement, aucun des nominés en fait n'est en faveur de la guerre en Ukraine, mais cela ne signifie pas que la guerre va s'arrêter. C'est que l'Amérique va continuer à vendre des armes et c'est vous, les Européens, avec vos taxes, qui allez la payer, tout simplement. Ensuite, vous avez eu la nomination de Tulsi Gabbard à la sécurité intérieure, à la Homeland. Et ça, je suis assez satisfait parce que Tulsi Gabbard, j'estime qu'elle aurait mérité le titre de vice-président. C'est une jeune femme brillante, et elle est plutôt belle, ce qui voilà, c'est toujours... Non, mais on en a marre des mochetés, quoi. Quand tu regardes Van der Leyen, Kamala Harris, voilà. Une belle femme, ça fait toujours plaisir. Donc c'est aussi une ancienne officier de l'armée. Elle était officier médical. Je ne sais pas si elle a été en Afghanistan, en Irak, mais elle a fait 12 mois en service. Donc c'est quelqu'un qui connaît la guerre. Et surtout, son parcours est très intéressant parce que elle a été démocrate une grande partie de sa carrière et elle s'est retournée contre l'empereur Obama, parce qu'il a voulu continuer les guerres impériales et les démocrates l'ont détruit. Et donc, elle a décidé de se remettre en question. Elle a rejoint, pas forcément les républicains, mais en tout cas les trumpistes. Les trumpistes, elle avait même écrit un livre, je pense que c'était l'année dernière ou cette année, où on voit vraiment une pure trumpiste sur le plan économique et surtout, elle est contre les guerres impériales. Ça, c'est clair et net en fait. Et c'est elle qui va devoir gérer quasiment les 17 agences gouvernementales liées à la sécurité et au renseignement. Donc, franchement, c'est une très bonne nomination. Encore une fois, tout dépend du pouvoir qu'ils ont, que ces nominés auront sur ces agences, parce que le vrai pouvoir aux États-Unis, c'est les agences. Ensuite, vous avez évidemment Robert Fitzgerald Kennedy, RFK Junior, qui va se charger de surveiller la santé. Donc, les agences gouvernementales, il va gérer sans doute le CDC et la FDA. Est-ce qu'il va gérer aussi le NHS? C'est une vraie question.
ces gens sont, comme je le dis, sont très très puissants et ça m'étonnerait qu'un seul homme, en fait, arrive à purger la corruption, vraiment c'est devenu une abomination, en fait, ces agences, avec une collusion totale avec Big Pharma. Mais même s'il arrive à réaliser, allez, 25% de ce qu'il dit, par rapport aux réformes nécessaires, je lui tire mon chapeau. 25%, c'est tout ce que j'attends. Il ne pourra jamais tout faire, en fait. Mais je pense surtout que on aura davantage des résultats médiatiques. C'est-à-dire que vous auriez des procès, contre des médecins, contre des entreprises pharmaceutiques, mais ils s'en battent les couilles. Ils croulent sous l'argent, ces entreprises. Il faut les réformer, en fait. Il faut arrêter les gens. Il faut que les dirigeants de ces entreprises pharmaceutiques aillent en prison. Là, ils comprendront. Parce que des amendes, ils vont juste les payer, en fait. Mais j'attends de voir. Ça aussi, c'est une bonne nomination. Ensuite, vous avez aussi Matt Gaetz. Matt Gaetz qui, en fait, c'est quelqu'un qui est très proche de Trump et surtout, c'est lui qui a chassé les Rhinos, Republic in name only, c'est-à-dire des républicains traîtres, au Congrès et même au Sénat. C'est lui qui a un peu purgé, qui a identifié les différentes personnes. Il a été également très très critique du fameux Russia Gate contre Trump en 2020. Et c'est quelqu'un qui va faire énormément de bien. En fait, en termes de purge, parce que ce gouvernement, il a une tendance MAGA, en fait. C'est-à-dire que c'est pas des républicains, à part Marco Rubio. Mais celle-là, on est vraiment des gens qui sont fidèles à Trump. Et c'est ce qui lui manquait la première fois. Il n'avait que des traîtres. On se souvient de Mike Pence qu'il a désavoué, mais voilà. Et donc, Matt Gaetz pourrait faire, en sachant que Matt Gaetz et Rubio sont tous les deux viennent de Floride. Donc ça peut nous donner des idées sur les prochaines présidentielles, sur les prochaines élections. La Floride va être un sacré vivier. Et donc, ensuite, vous avez Kristi Noem. Kristi Noem va s'occuper Non, je me suis trompé. Tulsi Gabbard va s'occuper du renseignement pur, en fait. National Intelligence. Et c'est Kristi Noem qui va s'occuper du homeland, de l'aspect intérieur, en fait. Et quand vous regardez son profil, en fait, là, on est dans une pure conservatrice. Et c'est aussi une bonne nomination parce que elle a été contre la plupart des stupidités covitistes. Son état, le Dakota, n'a pas obligé les masques. Elle a testé l'hydroxychloroquine. Elle a vraiment tout ce que faisait le pouvoir en place. Elle faisait le contraire, en fait. Elle est contre l'avortement. Évidemment, elle est contre le mariage LGBT. Voilà, tout ce qui est progressisme, en fait, elle a été contre. C'est une pure conservatrice. Et la mettre à Homeland, en fait, sans doute qu'elle va vraiment dynamiter tout l'aspect éducatif du progressisme qui est distillé dans les écoles, etc. Donc, c'est également une excellente nomination. Mais encore une fois, tout dépend des démarches qu'ils ont. Voilà. Ensuite, on a le dernier qui est Pete Hegseth. Pete Hegseth qui va diriger le Pentagone, secrétaire d'État à la Défense. Lui, c'est un pur néocon. Là. Donc, en fait, dans ce gouvernement, on va dire de 6-7 personnes maximum, moi j'en ai cité 6, il y en a 2 qui sont pro-guerre. Mark Rubio et Pete Hegseth. Donc lui, il est, ce qu'on appelle, c'est un chrétien nationaliste, même si les gens s'accordent peu sur cette définition. Il est surtout connu, en fait, pour avoir demandé la grâce à Trump pendant le premier mandat
sur les tortionnaires à Abu Ghraib. Il a considéré que cette torture était justifiée. Il est également anti-musulman, as fuck, et qu'il estime qu'il faut que l'Amérique fasse une croisade contre ces pays. Non, mais les débilités habituelles, en fait. On va pas raconter les dingueries de ces gens-là. C'est, voilà. Et donc, c'est pour ça que ça reste quand même un gouvernement qui sera belliciste, puisque sur la politique étrangère, Rubio, le pivot vers l'Asie, c'est-à-dire qui a été fait par Obama. En fait. C'est pour ça que c'est une véritable traîtrise vis-à-vis de la Chine. Ce gouvernement Trump va continuer à attaquer cette fois la Chine. La Russie sera un peu laissée tranquille et ça va être à toute vapeur contre la Chine. La sinophobie sera justifiée. Pendant 2 ans et demi, nous avons eu une justification de la pire des russophobies qu'on a vues. Je veux dire, une russophobie qui n'existait même pas pendant la guerre froide et même pas pendant la Seconde Guerre mondiale. On a eu cette russophobie. Et aujourd'hui, vous aurez une sinophobie. Ce sera bien de taper sur du chinois. C'est triste, mais c'est comme ça. Maintenant, certains, j'ai vu par exemple quelqu'un comme Scott Reiter qui disait que c'est peut-être simplement une posture de force, une posture défensive, et que Rubio et Hexet seront contrôlés. Parce qu'il y a cette promesse de Trump qu'il ne fera pas les guerres, qu'il stoppera les guerres, mais à quel prix? Mais je pense qu'il y aura des guerres hybrides. Donc ça, c'est le premier volet. Le second volet, c'est que cette semaine, il y a eu des événements très très importants à Riyad, en Arabie Saoudite, où vous avez eu le sommet de l'Organisation de la coopération islamique. Et tous les pays musulmans étaient là. L'Arabie Saoudite, l'Iran a été invité. L'Iran, la Syrie, la Turquie, la Palestine, bien évidemment, des représentants, ils étaient tous là. Et ce qui est très très important, c'est que le discours inaugural a été fait par Ben Salman et les cartes sont jetées, c'est-à-dire que leur position est beaucoup plus claire. Ben Salman a considéré qu'il était absolument inconcevable qu'on puisse porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Iran. Donc, ne faites pas la guerre contre l'Iran, sinon ça va vous retomber sur la gueule. Et la deuxième déclaration qu'il a faite, et c'est la première fois qu'on l'entend, c'est qu'il reconnaît le génocide à Gaza. Ça, il n'a jamais parlé comme ça. Donc ça, c'est la position officielle de l'Arabie Saoudite et de cette organisation. Donc c'est une déclaration quand même qui est très très forte. De même, vous avez eu une rencontre entre la Syrie et la Turquie. Ces deux, ils se regardent en chien de faïence depuis des années, en fait, parce que la Turquie a pillé la Syrie, etc. Mais on dirait qu'ils sont prêts à coopérer. Et à l'occasion de ce sommet, la Turquie a annoncé qu'elle avait rompu plusieurs liens. Certains disent qu'elle a rompu la totalité de ces liens. Ça m'étonnerait, connaissant Erdogan, qu'elle a rompu énormément de liens commerciaux avec Israël. Et donc, ces pays musulmans qui sont très très différents les uns des autres, qui ont même parfois des intérêts antagonistes, arrivent à s'unir sur la question palestinienne. Et pourquoi maintenant? Parce que je pense qu'ils attendaient le résultat de l'élection. Les BRICS à Kazan avaient déjà pavé la voie à ce qui allait se passer, mais ils attendaient les élections en disant on va voir qui va être élu et après on décide. Et donc maintenant, cela signifie grosso modo, c'est que dans l'Asie de l'Est, dans l'Asie de l'Ouest en fait, dans le Moyen-Orient, Trump est totalement seul. Il va naviguer seul. Il n'a aucun allié. L'Arabie Saoudite va traîner les pieds, l'Iran, bon, l'Égypte, on ne sait pas la position de l'Égypte, la Turquie ne va rien faire, la Syrie ne va rien faire, Israël est tout seul. Il n'a aucun allié. Tandis qu'en Europe, il en a. Et donc, ça va être très très difficile pour lui, en fait, de régler cette situation au Moyen-Orient. Donc, c'est un événement, c'est une union, en fait. C'est une union du monde musulman avec des déclarations très très fortes. En sachant qu'en marge de ce sommet, vous avez eu plusieurs déclarations des Iraniens qui estimaient qu'ils étaient
d'un optimisme prudent par rapport à l'administration de Trump en disant que s'ils sont prêts à négocier, nous aussi. Donc la porte est toujours ouverte en fait. Mais quand vous voyez les néo-faucons absolus à Washington, ça m'étonnerait que ce soit le cas. Ça m'étonnerait que ce soit le cas. Trump avait eu une déclaration que je ne veux pas faire de mal à l'Iran, mais il ne peut pas avoir les armes nucléaires. Et l'Iran n'a pas d'armes nucléaires parce que c'est contre sa doctrine islamique en fait. Donc la fatwa n'a pas été changée, ils ont une fatwa qui leur interdit d'avoir des armes de destruction massive parce que c'est contre l'islam, en tout cas dans leur version, ils ne l'auront pas en fait, même si ça commence à changer. Donc c'est deux événements très très importants. Donc un gouvernement MAGA qui que je trouve beaucoup plus équilibré. Moi je m'attendais à un truc bien pire. Donc je suis assez content. Mais j'espère que la purge va avoir lieu. Parce que il faut vraiment purger cet appareil intérieur américain. Évidemment, il ne pouvait pas ne pas être sioniste. Il est sioniste à en crever. Et malheureusement, cela montre aussi que le Moyen-Orient ne risque pas de s'apaiser. Mais ce Moyen-Orient a maintenant la Russie, la Chine, l'Inde qui pourraient les aider en fait. L'Amérique est plus faible que jamais. Et j'espère que Trump ne fera pas cette erreur en pensant qu'il reprend l'Amérique de 2016. L'Amérique de 2016 était plus forte. Elle était crainte. Aujourd'hui, tout le monde se fout de sa gueule. Donc, voilà à peu près les deux événements, ce que je voulais dire. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à rejoindre mon canal Telegram Multipolaris. Je publie souvent des trucs dessus. Je relais des articles, je traduis aussi sur mon Substack. Si vous avez des sous, n'hésitez pas à aller sur Patreon ou Buy Me a Coffee. Et je vous dis à bientôt.